Avez-vous déjà remarqué comment les familles japonaises semblent s'enrichir sans faire de bruit? Pas de voiture, tape à l'œil. Pas de maison géante. Pas de marque de créateurs qui attire de l'attention. Et pourtant, leur stabilité financière s'étend sur plusieurs générations. Alors qu'une grande partie du monde est aux prises avec des dettes et le stress de la vie quotidienne, les Japonais suivent une voie complètement différente, fondée sur la discipline, la simplicité et une vision à long terme. Warren Buffett lui-même a fait l'éloge des entreprises japonaises pour leur modèle conservateur, peu endettés et leur patience stratégique. Mais ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que cette même philosophie imprègne les ménages japonais au quotidien. Il ne s'agit pas seulement de ce dans quoi ils investissent en money, mais aussi de leur façon de vivre, de penser et de traiter l'argent comme quelque chose de sacré, et non pas seulement comme quelque chose à dépenser. Ces habitudes de richesse sont subtiles, invisibles même, mais elles sont puissantes. Et une fois que vous les aurez comprises, vous ne regarderez plus jamais vos finances de la même façon. 1. Les actifs invisibles d'abord. Les compétences, la réputation et la confiance sont plus valorisés que les biens matériels. Au Japon, la richesse ne se mesure pas à la taille de votre maison ou à l'emblème sur votre voiture, mais à ce qui ne se voit pas. On appelle cela les actifs invisibles. Et c'est une philosophie qui façonne discrètement la façon dont les familles japonaises se constituent une richesse au fil des générations. Alors que l'Occident recherche souvent des symboles de réussite, vêtements de marque, gadgets tape à l'œil, statut social, la culture japonaise investit depuis longtemps dans quelque chose de plus profond. Les compétences, les relations et le caractère. Votre capacité à gagner de l'argent, à reconstruire et à vous adapter face aux changements ne vient pas de votre compte bancaire. Elle vient de ce que vous savez, de qui vous connaissez et de la confiance que l'on vous accorde. C'est pourquoi, au Japon, l'éducation ne consiste pas seulement à trouver un emploi, mais à développer des compétences tout au long de la vie. Une personne peut tout perdre lors d'une crise économique. Mais si elle possède des compétences précieuses et une solide réputation, la reprise n'est jamais loin. Et la confiance peut être l'atout le plus puissant de tous. Dans les affaires et la communauté, être connu comme fiable, discret et honnête ouvre souvent plus de portes que l'argent ne le pourrait jamais. Warren Buffett lui-même a déclaré qu'il valorisait l'intégrité plutôt que l'intelligence. Les Japonais le vivent au quotidien. Ils honorent leurs engagements, ils préservent leur réputation, ils comprennent que la confiance se développe tout comme l'argent. C'est aussi pourquoi la culture japonaise accorde une si grande importance à l'humilité. Lorsque vous n'avez pas besoin de montrer ce que vous avez, vous protégez votre richesse. Vous préservez vos relations, vous restez concentré sur la croissance, pas sur l'apparence. La leçon à en tirer est simple mais puissante. Construisez vos actifs invisibles. Apprenez des compétences précieuses. Entretenez votre réputation. Cultivez un réseau basé sur la confiance. Car si les voitures se déprécient et les gadgets se cassent, ces actifs construisent discrètement une base que personne ne peut vous enlever. Les vies les plus réussies ne sont pas toujours les plus bruyantes. Parfois, les personnes les plus riches de la pièce sont celles auxquelles on ne s'attend pas, car leur richesse vit sous la surface, grandissant tranquillement, silencieusement puissante. 2. Méthode Kakeibo, un système de budgétisation manuscrit qui développe la conscience des dépenses. Dans un monde d'applications de budgétisation, de feuilles de calcul et de suivi numérique, les Japonais font encore confiance à un simple carnet. C'est ce qu'on appelle la méthode Kakeibo, une pratique vieille de 100 ans qui a aidé des millions de familles japonaises à vivre bien en dessous de leurs moyens, non pas par manque, mais par attention. Contrairement à la plupart des outils de budgétisation occidentaux qui se concentrent uniquement sur les chiffres, Kakeibo vous connecte émotionnellement à vos dépenses. Il vous demande de faire une pause, de réfléchir et d'écrire de votre propre main où va votre argent et pourquoi. Voici pourquoi cela fonctionne. Lorsque vous notez physiquement un achat, vous en prenez conscience d'une manière différente. Ce café à 8 $ ou cet article Amazon à 20 $ n'est pas seulement une ligne sur votre relevé bancaire, c'est un choix que vous avez fait. Et une fois que vous avez fait ce choix, vous commencez à vous le poser. Était-ce nécessaire? Était-ce conforme à vos objectifs? Cet argent aurait-il pu être utilisé à meilleur escient? La pratique ne consiste pas à se restreindre, mais à prendre conscience. Le système Kakeibo vous encourage à diviser vos dépenses en 4 catégories. Besoins, désirs, culture et imprévus. Ensuite, à la fin de chaque semaine ou de chaque mois, vous passez en revue non seulement ce que vous avez dépensé, mais aussi ce que vous en avez pensé. C'est dans cette réflexion émotionnelle que commence la transformation. Alors que beaucoup de gens utilisent leur carte sans réfléchir et vérifient leur solde une fois que le mal est fait, ceux qui suivent le Kakeibo apprennent à anticiper leurs décisions. Ils commencent à avoir des tendances. Ils se retiennent avant de céder à une dépense impulsive. Ils développent ce que les Japonais appellent le Zenkan, un sens de la prévoyance. C'est là que commence la richesse, non pas dans le montant de vos revenus, mais dans la clarté de vos décisions.
Warren Buffett a dit un jour « N'économisez pas ce qui reste après avoir dépensé, mais dépensez ce qui reste après avoir économisé. » Le Kakeibo est l'incarnation de cette sagesse. Il vous apprend à vivre de manière intentionnelle et non réactive, à maîtriser votre argent et non à vous laisser dominer par lui. Et dans une culture qui accumule discrètement de la richesse au fil du temps, ce type de discipline n'est pas seulement intelligent, il est sacré. 3. Le minimalisme d'Anshari. Posséder moins pour gagner en liberté, en paix et en contrôle financier. Entrez dans une maison japonaise traditionnelle et vous remarquerez immédiatement quelque chose. L'espace. Pas seulement l'espace physique, mais aussi l'espace émotionnel. Il y a une simplicité calme qui semble intentionnelle. Ce n'est pas un hasard. C'est le résultat d'une philosophie appelée Danshari, une pratique minimaliste qui va bien au-delà du désencombrement. C'est un mode de vie ancré dans la discipline, la clarté et la richesse tranquille. Dan signifie refuser ce qui est inutile. Sha signifie se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Ri signifie se séparer de l'obsession des choses matérielles. Ensemble, ils créent un état d'esprit qui a aidé les familles japonaises à vivre en dessous de leurs moyens, à éviter les pièges financiers et à se constituer une richesse à long terme sans courir après le statut ou le bruit. Alors que de nombreuses personnes en Occident croulent sous les cartons d'entreposage, les placards débordants et les dettes de cartes de crédit dues à des achats impulsifs, le Danshari pose une question. Avez-vous vraiment besoin de cela? Si la réponse est non, cela n'a pas sa place. Ce n'est pas de la privation, c'est du raffinement. Moins de choses, mieux choisies, moins de bruit, plus d'intention. Cet état d'esprit se répercute directement sur les habitudes de consommation. Une personne qui pratique le Danshari n'achète pas le dernier gadget simplement parce qu'il est à la mode. Elle ne remplit pas son panier par ennui ou par émotion. Elle achète lentement, en pleine conscience, en choisissant souvent d'attendre un mois avant de faire un achat non essentiel. Non pas pour se punir, mais pour faire place à la clarté. Le résultat financier, ils dépensent moins, regrettent moins et épargnent plus. L'entretien de leur maison coûte moins cher. Leur garde-robe est plus petite mais de meilleure qualité. Et comme ils ne sont pas attachés aux apparences, ils réinvestissent leur argent dans des choses qui durent, l'éducation, les investissements, la famille. Warren Buffett a dit un jour « Si vous achetez des choses dont vous n'avez pas besoin, vous devrez bientôt vendre des choses dont vous avez besoin. » Danshari en est la preuve vivante. Il protège votre tranquillité, votre compte bancaire et votre avenir. Dans un monde obsédé par le toujours plus, les Japonais ont discrètement maîtrisé l'art du moins. Et cette simplicité, c'est le fondement d'une richesse silencieuse et imparable. 4. Peur de l'endettement. L'endettement est considéré comme un lourd fardeau et non comme un outil. Si vous ne pouvez pas payer en totalité, n'achetez pas. Au Japon, l'endettement n'est pas seulement une décision financière, c'est un poids moral. Il représente un fardeau social et émotionnel qui va bien au-delà des taux d'intérêt ou des codes de crédit. Devoir de l'argent à quelqu'un, c'est perdre la face, c'est perdre son indépendance. Et pour cette seule raison, le ménage japonais moyen évite l'endettement avec une discipline qui est devenue essentielle à sa réussite financière à long terme. Contrairement à la mentalité américaine, où l'endettement est souvent normalisé, utilisé pour les voitures, les vacances, les meubles, voire la restauration rapide, les Japonais considèrent l'emprunt comme un dernier recours. Les cartes de crédit existent, mais elles sont utilisées comme des cartes de débit, payées en totalité, mensuellement, sans exception. Si vous n'avez pas les moyens de payer en espèces, vous attendez. Vous épargnez, vous vous préparez. Parce que la dette, pour eux, n'est pas un outil, c'est un piège. Cette peur n'est pas le fruit de la paranoïa. Elle est ancrée dans l'histoire. Après la Seconde Guerre mondiale, l'économie japonaise a été reconstruite grâce à l'épargne et non à l'emprunt. Le traumatisme de la pénurie a appris aux générations à vivre avec moins, à se préparer à l'inattendu et à ne jamais être à la merci des prêteurs. Cet état d'esprit est resté. Et aujourd'hui, il se manifeste dans la discipline tranquille des familles ordinaires qui préfèrent retarder la gratification plutôt que de risquer une instabilité financière à long terme. C'est un principe que Warren Buffett reprend souvent. Si vous êtes intelligent, vous allez gagner beaucoup d'argent sans emprunter. C'est exactement ainsi que les Japonais jouent le jeu. Et ils le font avec patience, humilité et clarté. Éviter l'endettement permet d'être libre. Cela signifie que chaque salaire vous appartient, et non à une société de cartes de crédit. Cela signifie que vous dormez mieux, que vous êtes moins stressé, et que vous pouvez avancer dans la vie sans le poids d'une dette envers qui que ce soit. Cela peut sembler démodé. Mais dans un monde où l'endettement des consommateurs détruit l'avenir financier, la méthode japonaise pourrait bien être la voie la plus intelligente à suivre. Parce que lorsque vous craignez l'endettement, vous protégez votre patrimoine et votre tranquillité. 5. L'éducation financière dès l'enfance. Les enfants apprennent très tôt la valeur de l'argent, du travail et de l'épargne. Au Japon, l'éducation financière ne commence pas à l'âge adulte, mais à la maison, à la table de la cuisine, bien avant qu'un enfant n'ouvre un compte bancaire.
alors que de nombreuses familles occidentales évitent les conversations sur l'argent ou traitent les finances comme des affaires d'adultes. Les parents japonais font le contraire. Ils impliquent leurs enfants dès le début, transformant les dépenses quotidiennes, la gestion du budget et l'épargne en moments simples et propices à l'apprentissage. Dès l'âge de 5 ans, les enfants apprennent à manipuler les pièces de yen avec respect. Ils apprennent que l'argent se gagne et non qu'il se donne. Les allocations ne sont pas distribuées comme des droits, mais échangées contre des efforts. Les tâches ménagères, la bonne conduite ou les résultats scolaires peuvent donner droit à une modeste récompense, qui est ensuite répartie dans des bocaux ou des enveloppes pour être dépensée, économisée ou offerte. Le système est pratique, visuel et profondément intentionnel. Plus que de simples chiffres, on enseigne aux enfants l'état d'esprit qui sous-tend l'argent, la patience, la responsabilité et la réflexion à long terme. Un enfant qui veut un jouet est gentiment encouragé à économiser pour l'acheter. S'il oublie d'apporter son argent de poche au magasin, il n'est pas renfloué par maman ou papa. Cette occasion manquée devient une véritable leçon de planification et de conséquences. Ces moments s'accumulent au fil du temps, créant non seulement une compréhension financière, mais aussi un caractère. Cette pratique fait également appel à l'intelligence émotionnelle. La gratitude est mise en avant. Chaque yen compte. Le gaspillage est découragé. Les enfants apprennent qu'acheter de manière impulsive aujourd'hui pourrait signifier manquer quelque chose de plus significatif demain. Il ne s'agit pas de privation, mais de prise de conscience. Lorsque les adolescents japonais atteignent l'âge adulte, beaucoup comprennent déjà la valeur d'un budget, l'importance de l'épargne et le danger de l'endettement. Ils sont non seulement informés, mais aussi habitués. Comparez cela à un système où la plupart des enfants terminent leurs études secondaires sans jamais avoir rédigé un budget, et la différence devient évidente. La solidité financière ne commence pas avec le revenu, elle commence avec l'éducation. Et plus tôt cette éducation commence, plus les bases deviennent solides. 6. Culture de l'épargne collective, Tanoshi. L'épargne se fait souvent en communauté, avec des objectifs communs et une responsabilité partagée. Au Japon, la constitution d'un patrimoine n'est pas une quête solitaire, mais un effort collectif. Alors que dans le monde entier, l'indépendance financière est souvent considérée comme une mission individuelle, les Japonais ont compris depuis longtemps que le chemin vers la stabilité financière est plus solide lorsqu'il est parcouru ensemble. C'est là que la pratique du Tanoshi, ou cercle d'épargne de groupe, permet discrètement à des milliers de familles d'atteindre leurs objectifs plus rapidement qu'elles ne le pourraient seules. Imaginez, un groupe de 5 à 10 personnes, souvent des amis, des voisins ou des collègues, s'accordent pour verser chaque mois une somme d'argent fixe dans une cagnotte commune. Chaque mois, un membre reçoit la totalité de la somme. Le mois suivant, c'est un autre membre qui la reçoit. La rotation est réglée comme du papier à musique. Pas d'intérêt, pas de contrat, juste de la confiance, de la discipline et une intention commune. Ce système fonctionne non pas parce qu'il est juridiquement contraignant, mais parce qu'il est ancré dans des valeurs culturelles. La responsabilité, l'honneur et le soutien mutuel. Toutes les personnes impliquées savent que si elles ne contribuent pas, elles ne se font pas seulement du tort à elles-mêmes, mais elles nuisent également à la progression des autres. Cela crée une puissante incitation émotionnelle qui fait souvent défaut à l'épargne individuelle. Plus qu'un simple outil financier, Tanoshi construit quelque chose de plus profond, la richesse communautaire. Les familles l'utilisent pour financer des rénovations, rembourser des dettes ou épargner pour des événements importants de la vie comme les mariages ou les études. Ils transforment l'épargne d'une lutte isolée en une réussite d'équipe. Et il y a quelque chose d'incroyablement motivant à voir quelqu'un d'autre atteindre son objectif en sachant que votre tour viendra. Dans une culture où la honte n'est pas utilisée pour punir mais pour guider, manquer un paiement n'est pas seulement mal vu, c'est presque impensable. Cette responsabilité silencieuse garantit que le système fonctionne sans coercition. Le génie du Tanoshi réside dans le fait qu'il ne repose pas sur des revenus élevés ou une expertise financière. Il repose sur la cohérence, la confiance et un engagement commun en faveur du progrès. Et dans un monde où tant de personnes se sentent seules dans leurs difficultés financières, le modèle japonais offre quelque chose de discrètement puissant. Un rappel que la richesse ne doit pas nécessairement être construite en silence, mais qu'elle peut l'être côte à côte. 7. Frugalité intelligente, Motene. Le gaspillage est honteux. Chaque ressource, y compris l'argent, doit être utilisée à bon escient. Au Japon, la richesse ne se construit pas seulement en gagnant de l'argent, elle se protège en respectant profondément ce qui est déjà à portée de main. Cet état d'esprit se résume en un mot, motene. Cela ne signifie pas seulement ne pas gaspiller, mais exprime une sorte de tristesse silencieuse, un respect pour la valeur perdue lorsque quelque chose est jeté ou mal utilisé. Qu'il s'agisse de nourriture, de vêtements, de temps ou d'argent, rien n'est tenu pour acquis. Chaque ressource est honorée.
Et cette idée simple a aidé les familles japonaises à préserver la richesse pendant des générations. Contrairement à la culture occidentale, où le consumérisme est célébré et le gaspillage souvent invisible, le Motene enseigne que chaque dollar doit être dépensé avec soin et intention. Acheter quelque chose et ne pas l'utiliser, c'est Motene. Jeter les restes au lieu de les réutiliser, Motene. S'abonner à des services que l'on n'utilise jamais, encore une fois, Motene. C'est une discipline silencieuse qui ne repose pas sur la peur ou la rareté, mais sur la pleine conscience. Vous le verrez partout. Des boîtes à bento remplies sans aucun déchet, aux réparations à domicile effectuées avec précision plutôt que par remplacement, en passant par la façon dont les vieux vêtements sont réutilisés comme chiffon de nettoyage ou vêtements d'occasion. Il ne s'agit pas d'être radin, il s'agit de maximiser la valeur, et ce principe s'étend bien au-delà des articles ménagers. Même avec de l'argent, le Motenei façonne les comportements. Les Japonais sont beaucoup moins enclins à faire des achats impulsifs ou à acheter des gadgets plus sophistiqués simplement parce qu'ils le peuvent. Chaque yen doit se justifier. C'est aussi la raison pour laquelle le Japon a l'un des taux d'endettement des consommateurs les plus bas des pays développés. Les gens n'aiment tout simplement pas devoir de l'argent pour des choses dont ils n'ont pas vraiment besoin. Cela semble inutile, non seulement financièrement, mais aussi spirituellement. Le résultat de cet état d'esprit est puissant. Les familles qui vivent avec des habitudes Motene dépensent systématiquement moins, épargnent plus et restent concentrées sur ce qui compte vraiment. Elles se constituent une richesse non pas par des paris risqués ou des gains spectaculaires, mais en tirant le meilleur parti de ce qu'elles ont déjà. Et dans un monde animé par des mises à niveau sans fin et une consommation constante, ce type de vie tranquille et intentionnelle n'est pas seulement rare, il est révolutionnaire. 8. Système d'enveloppe, Shunyubukuro. Les revenus sont divisés physiquement en catégories, ce qui impose une certaine discipline. Au Japon, la gestion de l'argent n'est pas laissée au hasard. Elle est guidée par une structure claire, des rituels discrets et des décennies de sagesse culturelle. L'une des habitudes financières les plus durables s'appelle Shunyu Bukuro, ou système d'enveloppe. Cela peut sembler simple, mais ne vous y trompez pas. Cette pratique simple a aidé des millions de familles japonaises à vivre selon leurs moyens, à éviter les dettes et à épargner, le tout sans logiciel complexe ni diplôme en finance. Juste des enveloppes, de la volonté et de la discipline. Le processus est simple. Lorsque les revenus arrivent, ils sont immédiatement répartis dans des enveloppes physiques, chacune étant marquée pour un usage spécifique. Loyer, nourriture, épargne, transport, voire divertissement. Une fois que l'argent d'une enveloppe est épuisé, c'est tout. Aucun emprunt n'est possible sur d'autres catégories. Pas de carte à glisser pour combler la différence. C'est une limite intégrée, et ça fonctionne. Dans un monde où l'argent numérique semble presque imaginaire, le fait de manipuler de l'argent liquide ramène la réalité dans le tableau. Dépenser devient un acte conscient. Vous sentez l'argent quitter vos mains, vous voyez l'enveloppe s'amincir, et cela s'accompagne d'une pause naturelle, d'une question subtile. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Contrairement aux applications de gestion budgétaire, qui peuvent sembler abstraites et faciles à ignorer, le système de l'enveloppe exige une prise de conscience. Il enseigne la modération sans punition. Il fixe des limites sans honte. Et avec le temps, il recable les habitudes de dépenses à partir de la base. Les familles japonaises ne voient pas cela comme une restriction, mais comme une libération. Parce que lorsque chaque yen a une fonction, lorsque chaque dépense est anticipée, il y a moins de chaos, moins de stress, plus de clarté. Il ne s'agit pas de contrôler l'argent, mais de lui donner un but. Ce système se transmet de génération en génération, non pas parce qu'il est ancien, mais parce qu'il fonctionne toujours. Même dans les foyers modernes où les outils numériques sont disponibles, beaucoup choisissent d'utiliser le Shunyubukuro en plus de la technologie. Pourquoi ? Parce que cela leur permet de garder les pieds sur terre. Et lorsque vos bases financières sont aussi solides, la richesse n'a pas besoin de se faire remarquer. Elle se développe tranquillement, enveloppe par enveloppe. Dans un monde obsédé par les gains rapides et les victoires instantanées, le Japon joue tranquillement un jeu différent, fondé sur la patience, la discipline et la confiance dans le temps. L'investisseur japonais typique ne suit pas les tendances du marché et ne se laisse pas entraîner dans des paris à haut risque et à haut rendement. Au lieu de cela, il construit sa richesse lentement, régulièrement et intentionnellement, sachant que la véritable prospérité ne se construit pas en un jour, mais sur des décennies. Cette vision à long terme découle d'une profonde compréhension culturelle de l'impermanence et de la persévérance. Les familles japonaises investissent souvent non seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour leurs enfants et petits-enfants. L'immobilier, les actions à dividendes et les fonds indiciels deviennent des vecteurs de sécurité générationnelle, non pas des paris tape à l'œil, mais des moteurs fiables de croissance tranquille. Au Japon, il est courant d'investir régulièrement, même de petits montants, chaque mois, contre vent et marée. Lorsque le marché baisse, il ne panique pas.
Lorsqu'ils montent, ils ne deviennent pas avides. Au contraire, ils font confiance au processus. Sur 10, 20, 30 ans, ces petits dépôts réguliers se transforment en quelque chose de puissant. Pas grâce à la chance, mais grâce à la capitalisation, une force aussi invisible qu'inéluctable. Comparez cela à la fascination de l'Occident pour les actions à succès, le battage médiatique autour des crypto-monnaies et les ventes éclairs. Si ces histoires font la une des journaux, la plupart se transforment discrètement en pertes. Pendant ce temps, l'approche japonaise permet de créer une véritable richesse en silence. Pas de drame, pas de projecteur, juste des résultats. Même le gouvernement japonais encourage cet état d'esprit par le biais de comptes d'épargne à long terme fiscalement avantageux comme le NISA. Le message est clair, la richesse n'est pas une course, c'est un rythme. Un rythme qui récompense la constance, pas le chaos. Donc, si vous voulez vraiment vous constituer un patrimoine durable, demandez-vous si vous essayez de devenir riche rapidement ou de le rester pour toujours. Parce que la puissance tranquille de l'investissement à long terme ne fait pas de bruit, mais elle fait des millionnaires. Dans des décennies, vous ne vous souviendrez pas des actions que vous avez manquées, mais vous ressentirez l'impact de chaque étape patiente et disciplinée que vous aurez franchie vers la liberté financière. 10. Mentalité de richesse silencieuse. La vraie richesse n'a pas besoin d'être vue. L'humilité et l'intimité la protègent et la font croître en silence. Au Japon, la richesse ne crie pas, elle murmure. Vous ne trouverez pas les personnes les plus riches exhibant des voitures de luxe, des marques de créateurs ou des manoirs tentaculaires. En fait, vous ne sauriez probablement même pas qui ils sont. En effet, dans la culture japonaise, la véritable prospérité ne se mesure pas à ce que l'on montre, mais à ce que l'on préserve discrètement. Cette mentalité, souvent résumée par l'expression « richesse silencieuse », est profondément ancrée dans les valeurs d'humilité, de discrétion et d'harmonie communautaire. Se démarquer ou se vanter est considéré comme déplacé. L'objectif est plutôt de vivre confortablement, modestement, même si votre valeur nette indique le contraire. Pourquoi ? Parce que la visibilité s'accompagne de vulnérabilité. Les démonstrations ostentatoires invitent au jugement, à l'envie et même au risque. Mais lorsque votre richesse est invisible pour le monde extérieur, elle devient plus difficile à perturber, plus difficile à cibler et plus facile à protéger. Warren Buffett lui-même admirait cette qualité chez ses partenaires commerciaux japonais. La façon dont ils ont bâti leur fortune discrètement, sans avoir besoin d'applaudissements. Pas de frime sur les réseaux sociaux, pas de Lamborghini de location, juste une stratégie patiente et disciplinée qui se développe en arrière-plan. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que la richesse silencieuse n'est pas seulement une question de sécurité, mais aussi de liberté. Lorsque vous ne dépensez pas pour impressionner, vous pouvez investir pour vous développer. Lorsque vous ne liez pas votre estime de soi à des symboles de statut coûteux, vous libérez du capital et de l'énergie pour ce qui compte vraiment, l'indépendance financière, la tranquillité d'esprit et l'héritage. Il y a une force tranquille à savoir que vous pourriez acheter le manoir, mais à choisir plutôt la maison modeste. En renonçant aux achats tape à l'œil, non pas parce que vous ne pouvez pas vous les permettre, mais parce que vous n'en avez pas besoin. La richesse silencieuse n'est pas une question de privation, mais d'intention. Il s'agit de vivre selon ses propres conditions et non selon celles du monde. Ainsi, tandis que d'autres recherchent l'attention, les bâtisseurs de richesses silencieuses recherchent la liberté. Et longtemps après que le bruit s'estompe, leur choix discret parle le plus fort à travers la sécurité, la paix et un héritage qui leur survit. Maintenant que vous avez vu comment les Japonais construisent tranquillement une richesse durable, la vraie question est laquelle de ces habitudes allez-vous commencer à pratiquer aujourd'hui ? Allez-vous commencer à suivre vos dépenses avec la méthode Kakeibo ? Éviter le gaspillage avec le principe du motainei ? Ou peut-être est-il enfin temps de passer à l'investissement à long terme ? Patient, régulier et discret. Quel que soit votre choix, n'oubliez pas, vous n'avez pas besoin de gagner une fortune pour en construire une. Vous avez besoin d'habitude, d'intention et de discipline. Parce que la richesse n'a pas besoin de se faire remarquer pour être solide. Au Japon, certaines des familles les plus riches vivent modestement, investissent judicieusement et évitent le bruit. Elles jouent le long jeu. Pas de tape à l'œil, pas de battage médiatique. Juste des principes intemporels suivis avec constance qui se combinent pour créer une véritable liberté. Voici donc votre défi. Choisissez l'une de ces habitudes de richesse et engagez-vous à la suivre cette semaine. Vous n'avez pas besoin de tout changer. Commencez simplement. De petites actions pratiquées au fil du temps créent des résultats extraordinaires. Avant de partir, laissez un commentaire et dites-moi, quelle habitude de richesse japonaise vous a le plus inspiré ? Je les ai toutes lues, et votre point de vue pourrait bien semer une graine chez quelqu'un d'autre. Et si cela a changé votre façon de penser, ne le gardez pas pour vous. Aimez, partagez, abonnez-vous. Parce qu'ici, à The Long Game, nous ne courons pas après l'argent rapide. Nous construisons une richesse tranquille, lentement, intentionnellement et pour la vie.